À 24 ans, Sarah Babacar traverse sa villa comme une tempête silencieuse. Tout est parfait autour d'elle, le marbre brillant, les parfums de fleurs fraîches, les murmures des domestiques qui retiennent leur souffle. Mais derrière son visage impénétrable, une ombre s'installe, une arrogance si profonde qu'elle semble brûler tout ce qu'elle regarde. Sarah ne marche jamais. Elle avance comme quelqu'un qui pense que le monde entier doit s'écarter sur son passage. Depuis son enfance, elle vit dans un luxe que même les riches qualifient d'excessif. À 6 ans, elle portait des robes venues d'Italie. À 12 ans, elle savait déjà qu'un seul modèle pouvait faire trembler un adulte. On lui a appris que vouloir, c'est obtenir, et elle a grandi avec cette certitude absolue, presque sacrée. Son cœur s'est durci avant même qu'elle comprenne ce qu'était la compassion. Pour elle, le pouvoir n'est pas une responsabilité, c'est une arme, un costume, une manière d'exister. La villa, chaque matin, ressemble à un royaume. Les domestiques se déplacent comme des ombres disciplinées. Le jardinier taille les haies avec une précision militaire. La cuisinière prépare un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Tout semble stable, immobile, contrôlé. Personne n'ose respirer trop fort en sa présence. Elle aime ça. Elle aime cette sensation d'être regardée, redoutée, presque crainte. Le respect, ça se prend, pas ça se demande, dit-elle souvent d'une voix froide. Son désir le plus profond n'est pas d'être aimé. L'amour n'a jamais été une langue qu'on lui a apprise. Ce qu'elle veut, c'est être au-dessus, toujours au-dessus, sans jamais être contredite. Les regards soumis nourrissent son ego. Les silences forcés la rassurent. Les excuses qu'on lui présente la divertissent. Elle a soif d'admiration, mais une admiration dominée, déséquilibrée, presque brutale. Babacar, son père, l'observe parfois en silence. Dans ses yeux se cache une inquiétude qu'il n'avoue à personne. Il sent quelque chose se fissurer en elle, une cassure invisible mais réelle, comme un verre trop étincelant qu'un simple souffle pourrait briser. Et dans l'air immobile de cette villa trop parfaite, un mouvement imperceptible se prépare déjà, comme si quelque chose approchait doucement, prêt à retourner sa vie sans prévenir. Les premières années de la vie de Sarah ressemblent à un conte qu'on aurait surchargé de lumière. Dès qu'elle ouvre les yeux sur le monde, tout tourne autour d'elle. On lui apporte des jouets venus de l'étranger, des poupées qui coûtent plus cher que le salaire d'un adulte, des gâteaux à chaque caprice. Quand elle pleure, ce n'est jamais longtemps, une nouvelle chose apparaît immédiatement entre ses mains. On lui répète sans cesse la même phrase, presque comme une prière inversée. « Toi, ma fille, tu ne manqueras jamais de rien. » Elle apprend très tôt que le manque est une chose réservée aux autres. À 6 ans, elle ne sait pas ce que veut dire le mot non. Quand une domestique ose lui dire d'attendre, elle se jette au sol, hurle, tape des pieds jusqu'à ce que quelqu'un accourt et ordonne calmement « Donnez-lui ce qu'elle veut, on ne veut pas de scandale. » Dans la maison, on s'habitue à sa tyrannie d'enfant. On dit en souriant « Elle a du caractère, hein ?» Mais dans ce sourire, il y a déjà une fatigue. Lorsqu'elle casse quelque chose, ce n'est jamais grave, on remplace. Lorsqu'elle insulte une nounou, on ne la corrige pas, on change de nounou. Elle grandit dans l'idée que les gens sont remplaçables, pas elle. À 12 ans, elle découvre que sa famille ne possède pas seulement de l'argent, mais un pouvoir social qui écrase. Elle surprend des conversations murmurées entre adultes, des hommes bien habillés viennent saluer son père avec une chaleur qui sonne faux. Ils disent « Babacar, si tu parles, tout le monde écoute. » Elle observe. Elle comprend. Un jour, en voyant un employé hésiter à lui répondre, elle lance pour la première fois une phrase qui ne vient pas de l'enfance. « Tu sais qui je suis, non ?» Ce jour-là, quelque chose se verrouille en elle. Elle réalise que son nom est une arme. Et elle aime cette sensation. Les premiers signes de son arrogance apparaissent comme de petits éclats de verre. Lorsque la cuisinière renverse du jus sur la table, Sarah lève les yeux au ciel, soufflant avec dégoût. « Tu ne vois pas que tu es maladroite ? » Même chez les pauvres, on apprend à tenir un verre. Quand le jardinier tarde à ouvrir le portail, elle frappe du poing contre la vitre de la voiture et crie « Vous êtes là pour servir, pas pour dormir debout. » Les employés évitent son regard, baissent la tête, se parlent entre eux à voix basse. La petite, là, elle n'a pas de cœur. Elle, au fond, se sent puissante chaque fois qu'un adulte tremble devant elle.
Babacar la regarde grandir avec un silence lourd. Il l'entend parler, il la voit mépriser sans cligner des yeux, il l'observe rabaisser ceux qui n'ont que leur travail pour dignité. Parfois, il l'interpelle doucement, « Sarah, fais attention à la façon dont tu parles aux gens. Aujourd'hui tu commandes, mais demain, on ne sait jamais. » Elle répond en haussant les épaules, « Papa, arrête. Les gens sont là pour nous. C'est tout. » Dans le regard de Babacar, une peur s'installe, une peur qu'il ne partage avec personne. Il devine que sa fille est en train de construire à l'intérieur d'elle-même une forteresse sans porte, un endroit où la compassion n'a jamais été invitée, et où personne ne saura ce qui se passera quand les murs commenceront à se fissurer. À 18 ans, Sarah entre dans le monde du luxe comme si elle y avait été attendue. Ce n'est plus la petite fille capricieuse qui reçoit des cadeaux, c'est une jeune femme qui possède, qui exige, qui impose. On lui offre une voiture hors de prix pour son anniversaire, un dressing rempli de vêtements que même les célébrités regarderaient avec jalousie, et une carte bancaire sans limite. On lui dit, « Tu as l'âge maintenant. Profite. » Elle ne profite pas. Elle dévore. Elle traverse Abidjan comme une reine qui descend dans son royaume, persuadée que la ville existe pour lui servir de décor. Ses fréquentations à cet âge-là n'arrangent rien. Elle ne s'entoure jamais de personnes équilibrées, elle préfère les filles arrogantes, les héritiers sans âme, ceux qui dépensent en une soirée ce que d'autres gagnent en une année. Ils parlent entre eux une langue particulière, composée de rires hautains, de phrases comme « Ceux qui n'ont rien devraient se cacher, la vie appartient aux forts, il faut marcher sur les autres avant qu'ils te marchent dessus. » Sarah les écoute, acquiesce, absorbe leur poison comme une vérité logique. Elle veut être la plus admirée, la plus crainte, la plus commentée. Dans son cercle, il n'y a pas d'amitié, juste une compétition constante pour savoir qui est le plus intouchable. Petit à petit, un dégoût profond s'installe en elle. Elle développe une aversion presque physique pour la pauvreté. Quand elle passe devant un quartier modeste, elle détourne les yeux. Elle répète souvent, « La misère, ça pue la faiblesse. » Elle ne supporte même plus le regard des gens simples. Si un employé lui parle avec trop d'assurance, elle serre les dents, comme si sa fierté était agressée. Pour elle, la vulnérabilité est une forme de maladie, quelque chose qu'elle refuse d'approcher. Elle a cessé de voir les gens. Elle ne voit plus que des niveaux, des positions, des utilités. Un jour, dans un restaurant chic de Marcory, elle va trop loin pour la première fois. Un serveur renverse accidentellement une goutte de jus sur sa serviette. Le silence tombe immédiatement. Sarah le fixe avec un mépris glacial et dit, d'une voix forte que tout le monde entend, « Tu es payé pour servir, pas pour trembler. Si tu n'es pas capable de tenir un plateau, retourne là où tu as appris à être médiocre. » Le serveur baisse les yeux, mais ses mains tremblent. Les clients se regardent, choqués. Elle sourit. Cette humiliation publique devient son trophée, une preuve de sa supériorité. Babacar apprend la scène quelques heures plus tard. Il l'appelle dans son bureau, ferme la porte et parle avec une fermeté inhabituelle. « Sarah, tu franchis des limites dangereuses. La vie a ses retours. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. » Elle l'écoute sans l'écouter, adossée au mur, les bras croisés, l'air agacé. « Papa, tu dramatises toujours. Ils savent qui je suis. Ils doivent respecter. » Il insiste, il tente encore de la ramener, de lui ouvrir les yeux, mais elle coupe la conversation d'un geste de la main, « Laisse tomber. Je gère ma vie. » Ce jour-là, Babacar comprend que quelque chose lui échappe. Et Sarah, elle, continue d'avancer, convaincue qu'aucune force au monde ne pourra jamais lui résister. À 24 ans, Sarah vit comme une souveraine qui ne doute jamais de son pouvoir. Ses journées commencent tard, mais tout le monde est debout avant elle, comme si la maison retenait son souffle en attendant son réveil. Elle descend l'escalier central vêtue de soie, d'un pas lent et calculé, l'expression figée de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Elle ne parle jamais le matin, elle constate, elle observe, elle juge. Sa vie est une suite de commandes, d'exigences, de critiques qu'elle distribue comme des sentences. On dit derrière son dos, elle n'a que 24 ans, mais elle se comporte comme si le monde lui devait une révérence. Elle sourirait si elle l'entendait, pour elle, ce n'est pas une critique, c'est une évidence. La villa de Cocody est plus qu'une maison, c'est un royaume silencieux.
Les murs blancs brillent comme si le soleil leur devait une dette. Les jardins taillés au millimètre donnent l'impression que même les feuilles obéissent à Sarah. La piscine ressemble à un miroir posé sur la terre. Les couloirs sentent la cannelle et la vanille. Le salon, immense, respire la richesse, tableaux coûteux, meubles importés, marbre lustré chaque matin. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail existe pour rappeler une seule chose, ici, tout appartient à Sarah. Et tout le monde doit s'y plier. Les domestiques vivent dans un état d'alerte constant. Ils se déplacent rapidement, mais jamais trop vite pour ne pas paraître désordonnés. Ils baissent toujours le regard quand elle passe. Sarah aime ce silence, cette discipline, cette peur qu'elle inspire sans effort. Elle dit souvent, si tu veux que les gens t'obéissent, ne leur laisse même pas l'idée qu'ils ont le choix. Elle congédie un employé pour un simple retard, en renvoie un autre pour une tasse mal posée. Chaque faute devient un exemple. Chaque correction, une mise en scène de son pouvoir. Son cercle d'amis n'est qu'un reflet de cette superficialité. Elles sont belles, maquillées comme des vitrines, habillées pour être vues plutôt que comprises. Elles parlent de voyages, de bijoux, de relations, mais jamais de sentiments. Elles sourient à Sarah, mais leurs yeux racontent autre chose, jalousie, calcul, rivalité. Elles se flattent entre elles tout en se détestant en silence. Sarah n'a aucune illusion, ces filles-là ne m'aiment pas. Elles m'admirent, c'est mieux. Ce monde est rempli de photos, de champagne, de secrets murmurés et de poignards cachés derrière des compliments. Pendant ce temps, Babacar observe tout de plus loin. Il voit sa fille s'enfoncer dans un personnage qu'elle ne contrôle même plus. Il remarque le ton qu'elle utilise, cette froideur qui devient presque mécanique. Ses sourcils se froncent un peu plus chaque jour. Il se demande ce qu'il a raté, ce qu'il n'a pas transmis, à quel moment la douceur de l'enfance s'est transformée en glace. Quand il la regarde se comporter comme une reine insensible, une phrase lui traverse l'esprit, lourde comme un présage, la vie ne laisse jamais l'arrogance sans réponse. La préparation du gala commence comme un rituel sacré. Sarah s'installe devant son immense miroir entouré de lumière blanche. La maquilleuse applique un fond de teint délicat, des pigments dorés sur ses paupières, un rouge profond sur ses lèvres. Sarah observe son reflet avec satisfaction, presque avec gourmandise. « Je veux qu'on me regarde comme on regarde un soleil », souffle-t-elle. La styliste apporte la robe venue de Paris, un tissu doré, sculpté pour épouser chaque ligne de son corps. Quand elle l'enfile, elle respire lentement, savourant cette sensation de domination silencieuse. Elle ne se prépare pas pour être belle. Elle se prépare pour être impossible à ignorer. Le plaisir qu'elle retire de l'admiration est presque physique. Elle se rappelle les flashs, les murmures, les têtes qui se tournent sur son passage. Ces moments lui donnent une sensation de pouvoir qu'aucun argent ne peut acheter. Quand ils me regardent, ils savent qui commande, dit-elle en souriant devant son miroir. Pour elle, les regards des autres sont des preuves vivantes de sa supériorité. Elle ne cherche jamais la validation, elle veut l'obsession, le silence respectueux, l'admiration qui n'ose pas se contredire. Quand elle arrive devant l'autel, l'ambiance est éblouissante. Les lustres du hall projettent une lumière chaude sur le marbre clair. Les caméras clignotent déjà comme des étoiles impatientes. Les voitures de luxe s'alignent dans une chorégraphie parfaite. Dès que Sarah descend de sa limousine blanche, un frémissement parcourt la foule. Les objectifs se braquent sur elle. On entend des murmures, c'est elle. Sarah Babacar, la fille du magnate. Elle avance lentement, laissant son parfum et sa présence occuper l'espace. À chaque pas, on devine qu'elle se nourrit de chaque regard, comme si l'admiration était une énergie qui coulait directement dans ses veines. Pourtant, derrière cette assurance impeccable, un tiraillement discret s'installe. Un souffle intérieur, presque imperceptible, comme une ombre qui frôle sa conscience. Une tension fine qui traverse sa poitrine sans raison apparente. Elle la chasse d'un battement de cils, refuse d'y prêter attention. « Je contrôle tout », se murmure-t-elle. Mais quelque chose en elle se crispe malgré elle, comme si son propre corps percevait un mouvement invisible autour d'elle. Au moment où elle franchit les dernières marches menant à la grande salle, une sensation étrange la traverse. Pas une peur. Pas un doute. Une sorte d'intuition brute,
primitive, qui lui fait tourner légèrement la tête, comme si un regard particulier l'observait. Son cœur fait un battement lourd, inhabituel. Elle se redresse, ajuste son sourire, relève le menton. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle le ressent clairement, ce soir, une présence qu'elle n'a pas encore vue va s'immiscer dans sa vie. Un frisson glisse le long de son dos, discret mais réel, comme si l'air lui chuchotait qu'elle avance vers quelque chose qu'elle ne pourra pas éviter. Sarah entre dans la grande salle comme si elle arrivait sur un trône. Les lumières se reflètent sur sa robe dorée, et les conversations s'arrêtent un instant, happées par sa prestance arrogante. Elle avance, entourée d'admiration silencieuse, quand son regard croise celui d'une femme du service, Morgane, une femme d'une 50aine d'années, visage apaisant, regard profond, tenue noire et blanche de domestique. Morgane ne détourne pas les yeux. Elle sourit simplement, un sourire vrai, sans intention, sans calcul, un sourire presque maternel. Alors que Sarah s'apprête à passer devant elle sans même la remarquer, Morgane incline légèrement la tête et murmure « Que Dieu vous bénisse, ma fille. Vous êtes magnifique dans cette robe. » C'est un compliment pur, un geste de bonté simple, presque naïf. Le genre de phrase qu'une femme humble pourrait dire à n'importe qui, sans attendre de reconnaissance. Mais pour Sarah, ce mot, magnifique, venant d'une employée sonne comme une intrusion. Elle s'arrête net, comme frappée par une offense invisible. Le silence tombe dans un rayon autour d'elle. Elle tourne la tête lentement vers Morgane, ses yeux glacials fixés sur le visage doux de la femme. Son regard n'a rien d'humain. C'est un jugement, un mépris taillé comme une lame. Elle avance d'un pas, penche légèrement la tête, et sa voix tombe, tranchante, « Une robe comme ça, tu crois qu'on la trouve à ton marché ?» Les invités murmurent. Certains écarquillent les yeux. D'autres détournent le regard. Morgane, surprise, baisse les yeux, son sourire se fane, mais elle répond tout doucement, « Je voulais juste dire que vous êtes belle. » C'était sincère. Sarah se rapproche encore, comme si elle cherchait à écraser la moindre étincelle de dignité dans la voix de la femme. « Ne me regarde plus jamais dans les yeux. Tu es ici pour servir, pas pour admirer », lâche-t-elle avec une froideur qui gèle l'air autour d'elle. Les mots claquent comme des chaînes. Morgane recule d'un pas, mais Sarah, dans un geste impulsif, lève la main sans hésitation, sans réfléchir, sans retenue. La gifle retentit dans toute la salle. Un bruit sec. Un coup net. La peau contre la peau. La honte qui roule comme un tonnerre silencieux. Le visage de Morgane se tourne sous l'impact, mais elle ne crie pas. Elle reste droite, étonnamment calme. Son souffle tremble, mais son regard, quand elle le relève, n'a pas de haine. Il a quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une patience vieille comme les montagnes. Sa voix s'élève, basse, mais chaque mot semble porté par un poids invisible. Ce que tu viens de faire, tu le paieras avec ce que tu as de plus cher. Pas une menace. Pas une colère. Une vérité prononcée avec la certitude de quelqu'un qui voit plus loin que les apparences. Les invités frissonnent, certains reculent, d'autres murmurent une prière discrète. Morgane tourne le dos, s'éloigne lentement, sans se retourner. Et dans ce départ, il y a quelque chose de lourd, comme si une porte invisible venait de se refermer derrière Sarah. Un souffle froid traverse la salle, laissant en suspens une sensation étrange, comme si une frontière venait d'être franchie sans qu'elle en ait conscience. Sarah se réveille le lendemain avec une sensation qu'elle ne connaît pas, un poids dans la poitrine, un silence étrange dans la villa, comme si l'air lui-même refusait de la saluer. Le soleil filtre à peine à travers les rideaux, mais la lumière semble plus froide que d'habitude. Elle s'assoit sur son lit, l'esprit encore engourdi, et murmure « Pourquoi j'ai cette impression bizarre ?» Elle chasse ce malaise d'un geste impatient, persuadée qu'une douche chaude et un café suffiront à remettre son univers en place. Mais quand elle attrape son téléphone, quelque chose cloche. Son application bancaire refuse de s'ouvrir. Elle réessaie. Même résultat. Elle appelle son gestionnaire, appel rejeté. Elle insiste, encore et encore, mais la même phrase revient, mécanique, le numéro que vous avez composé. Son cœur se serre, un frisson léger traverse sa nuque. Elle tape un message rapide, qu'est-ce qui se passe ? Aucun double check. Silence numérique.
Elle ouvre alors sa messagerie professionnelle, plusieurs mails de partenaires, froids, coupants, l'informent de ruptures immédiates de collaboration. Sans explication. Sans excuse. Sans discussion. Elle se redresse brusquement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Elle tente de joindre ses amies, celles qui hier encore riaient à ses côtés. Le premier appel sonne dans le vide. Le deuxième aussi. Le troisième est coupé avant même qu'elle parle. Elle ouvre son groupe privé, elle n'y est plus. On l'a retiré sans un mot. Elle fixe l'écran avec une expression incroyablement rare chez elle, la stupeur. Les mêmes filles qui s'extasiaient devant sa robe hier semblent aujourd'hui vouloir effacer jusqu'à son nom. Elle murmure, incrédule, elles osent m'effacer, moi? Elle décide de sortir pour respirer. Elle marche vers sa voiture dorée, tire la porte avec force et démarre, persuadée que l'air d'Abidjan va disperser cette sensation d'effondrement. Mais à peine arrivée au rond-point de Cocody, la voiture émet un bruit étrange, un cliquetis sec, puis un soubresaut brutal. Le moteur s'éteint. Le tableau de bord se vide. Elle appuie, elle tourne la clé, rien. Absolument rien. Une immobilité insultante. Elle claque le volant, furieuse, pas aujourd'hui, tu m'entends? Pas aujourd'hui. Des passants commencent à la regarder. Certains la reconnaissent. D'autres sortent leur téléphone. Les murmures montent comme une vague acide, c'est pas la fille Babacar? Regarde-la maintenant, même sa voiture a démissionné. On dirait que le vent a tourné pour elle. Chaque mot lui brûle la peau. Elle sort de la voiture, le soleil tombe sur elle comme un jugement. La chaleur est violente, écrasante, presque hostile. Elle marche, talons enfoncés dans l'asphalte brûlant, maquillage qui se fissure, souffle court. Les voitures la dépassent. Les regards se moquent. Les téléphones filment. Elle sent une humiliation crue, une nudité sociale qu'elle n'a jamais connue. Son pas devient plus rapide, presque une fuite, mais rien autour d'elle ne lui laisse d'échappatoire. Pour la première fois, elle découvre ce que ça fait d'être observée sans être admirée. Un bourdonnement lourd s'installe dans son esprit, comme si quelque chose tapait doucement contre les murs de sa conscience, prêt à entrer. Quand Sarah rentre à la villa, quelque chose a changé. L'endroit qui hier encore brillait comme un palais semble soudain épuisé, presque malade. En passant près de la piscine, elle s'arrête net. L'eau, normalement limpide et turquoise, est devenue d'un vert trouble, épais, comme un miroir qui refuse de réfléchir. Une odeur étrange flotte dans l'air, un mélange d'humidité et de métal. Elle fronce les sourcils, c'est quoi cette horreur? Aucun employé ne répond. Le silence est trop lourd, trop dense pour une maison censée être pleine de vie. À l'intérieur, le changement est encore plus frappant. Le sol est glacé, comme si la villa avait perdu son âme. L'air est froid, presque hostile. Des bruits sourds traversent les murs, des chocs légers, irréguliers, impossibles à localiser. Parfois un cadre tombe au loin, sans raison, comme si une main invisible s'amusait à déranger l'ordre qu'elle impose. Les lumières clignotent, s'éteignent puis se rallument sans logique. Sarah fixe ce chaos silencieux avec une colère mêlée d'une sensation qu'elle n'accepte pas, la peur. Son corps commence à la trahir. Certaines minutes, elle éclate de rire sans comprendre pourquoi, un rire creux, presque nerveux. D'autres, elle s'effondre dans un coin du salon, haletante, les larmes coulent sans qu'elle puisse les arrêter. Parfois elle parle toute seule, comme si ses pensées prenaient vie à voix haute. Elle se surprend à murmurer des phrases qu'elle ne se rappelle même pas avoir pensées. Sors, arrête, laisse-moi. Là elle se tient la tête, comme si quelque chose frappait de l'intérieur. Sa propre conscience devient un labyrinthe. Les domestiques commencent à fuir un par un. Certains disent qu'ils entendent des pas la nuit. D'autres affirment que la villa les observe. Les plus courageux durent quelques jours, puis disparaissent au petit matin, laissant seulement une note courte. « Pardon, madame, je ne peux pas rester ici. » Sarah tente d'en retenir un, sa voix claque, mais ses mains tremblent. L'homme la regarde avec une terreur pure et lâche. « Il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne vous quitte pas », puis il s'enfuit. La nuit, les choses deviennent plus claires, et plus terrifiantes. Sarah ferme les yeux,
mais le sommeil ne la protège plus. Elle voit Morgane, debout, immobile, regardant droit dans son âme. Pas en colère. Pas en vengeance. Juste, présente. Elle entend sa voix résonner dans ses rêves, calme, lente, presque douce, tu as levé la main sur la patience. Maintenant, la patience te regarde. Elle se réveille en sursaut, couverte de sueur froide, le cœur battant trop vite, persuadée que quelqu'un se tient au pied de son lit. Babacar observe l'état de sa fille et sent une panique grandir dans son ventre. Il l'entend murmurer seul, la voix trembler, chanceler, rire sans raison, pleurer soudain au milieu du couloir. Il tente de la prendre dans ses bras, mais elle se débat, comme si son propre père était devenu une menace. Il fouille la maison, appelle des pasteurs, des psychologues, des prêtres. Mais chaque nuit, il entend sa fille hurler « Sors de ma tête ! Laisse-moi tranquille !» Et son cœur se brise un peu plus à chaque cri. Un soir, alors qu'il traverse le salon plongé dans la pénombre, il sent lui aussi un frisson courir le long de sa colonne, une sensation glaciale, comme si une présence invisible venait de passer tout près. Les jours suivants, la villa devient un lieu de passage pour ceux que Babacar considère comme dernier recours. Il commence par faire venir un prêtre réputé pour son discernement. L'homme entre dans le salon, prononce quelques prières, allume un encens béni. Mais à peine commence-t-il qu'une lampe clignote violemment, puis s'éteint d'un coup sec. Le prêtre sursaute, se signe, et murmure « Il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne répond pas à mes mots. » Il finit par avouer, la voix basse « Je peux prier pour elle, mais ce qui l'entoure, je ne peux pas le combattre. » Le lendemain, Babacar fait venir un psychologue. L'homme observe Sarah, assise dans un coin, les mains serrées, le visage amaigri, les yeux perdus dans une direction que personne ne voit. Le spécialiste pose des questions, tente de comprendre, mais à un moment, Sarah éclate d'un rire soudain, désarticulé, presque enfantin, puis se met à pleurer sans transition. Le psychologue recule, déstabilisé. Il dit finalement à Babacar, « Ce n'est pas de mon domaine. Ce qu'elle vit dépasse les symptômes que je connais. » Il repart vite, sans même demander son paiement. Puis viennent les féticheurs. Des hommes et des femmes âgés, aux gestes précis, aux voix chargées de tradition. Ils marchent dans la villa, posent des poudres, tracent des symboles, murmurent des invocations anciennes. Mais tous finissent par dire la même chose, chacun à leur manière, ce qui est ici n'est pas venu de nous. Ce n'est pas une attaque. C'est une réponse. Certains refusent même de dormir dans la maison. Un féticheur pose sa main sur le mur, ferme les yeux, puis recule brusquement, elle a touché quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Babacar sent sa gorge se serrer. Il observe sa fille perdre du poids comme si chaque jour retirait un morceau de sa force. Ses joues se creusent, ses cernes s'assombrissent, ses mains tremblent même lorsqu'elle ne ressent aucune émotion apparente. Sa démarche devient lourde, instable. Elle mange à peine. Elle parle par fragments, des phrases incohérentes, des murmures qui n'appartiennent plus à son monde. Son père tente de la nourrir, de la rassurer, mais elle rejette tout, parfois avec méfiance, parfois avec une peur presque animale. Une nuit, alors qu'il cherche désespérément une réponse dans son bureau, Babacar tombe sur une vidéo du gala. Quelqu'un l'a envoyée anonymement. Il observe la scène, le sourire de Morgane, le compliment innocent, la gifle brutale. Il regarde chaque détail, chaque regard, chaque seconde. Et il comprend. Son souffle se bloque. Il murmure pour lui-même, « Sarah, qu'est-ce que tu as fait ?» Dans ses yeux se reflète une vérité qu'il ne peut plus fuir, l'origine de tout est là, dans ce geste, dans cette humiliation publique, dans cette cruauté qui a franchi une limite invisible. Il monte dans la chambre de sa fille et la trouve recroquevillée, le visage caché dans ses mains, respirant avec difficulté. Il s'assoit à côté d'elle, pose sa main tremblante sur son dos. « Ma fille, il faut qu'on te sauve. » Sarah lève les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il y lit non pas de l'arrogance, mais une peur nue, brute. Une peur qui n'a plus de mots. Babacar se redresse avec une résolution nouvelle. Il sait ce qu'il doit faire. Peu importe le temps, l'effort, le danger. Il doit retrouver Morgane. Elle seule détient la clé de ce qui ronge sa fille. Cette nuit-là,
Alors qu'il prépare silencieusement son plan, un souffle traverse le couloir, comme un avertissement discret, glacial, qui semble dire qu'il ne faut pas traîner. Le pasteur arrive à la villa au petit matin, un homme respecté, connu pour sa sagesse calme et son discernement rare. Il entre sans dire un mot, observe la maison comme si chaque mur cachait une histoire. Ses yeux s'attardent sur les cadres tombés, sur la lumière instable, sur l'absence d'employés. Babacar l'accompagne dans le salon, le cœur lourd, la voix tremblante lorsqu'il dit « Homme de Dieu, je ne reconnais plus ma fille ». Le pasteur acquiesce d'un mouvement lent, comme s'il savait déjà qu'il ne venait pas pour un simple conseil. Sarah est assise dans un fauteuil, les genoux serrés contre elle, le regard fuyant, les mains couvertes de nervosité. Sa peau semble plus pâle, ses joues creusées, son souffle court. Quand le pasteur s'approche, elle détourne la tête, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Il pose une main sur son épaule, ferme les yeux quelques secondes, puis se redresse lentement. Son expression est grave, presque lourde. Il dit d'une voix profonde, ce qui l'entoure n'est pas une attaque. C'est une conséquence. Une réponse directe à quelque chose qu'elle a provoqué. Babacar serre les poings, lutte contre l'effondrement intérieur qui le menace. Le pasteur inspire profondément, puis prononce la phrase que personne n'attendait, la seule personne qui peut la délivrer, c'est la femme qu'elle a humiliée. Personne d'autre. Aucun rituel, aucune prière, aucune science ne peut la libérer. La clé n'est pas ici. Elle est dans les mains de cette femme. Un silence coupant remplit la pièce. Sarah relève doucement la tête, ses yeux tremblants, un mélange de honte et de terreur. Elle murmure, « Morgane ». Comme si prononcer ce nom lui coûtait un morceau d'elle-même. Babacar n'hésite plus. Il se lève, ses traits tendus par une détermination presque douloureuse. Alors on part. Aujourd'hui. Maintenant. Il aide Sarah à se lever. Ses jambes fléchissent, son corps vacille. Elle n'a plus la force d'une reine, plus la voix d'une femme arrogante. Elle se cramponne au bras de son père comme une enfant perdue. Sa respiration est saccadée, et chaque pas ressemble à un combat. Il quitte la villa dans une atmosphère glacée. Sur la route, Babacar regarde sa fille à plusieurs reprises. Elle garde les yeux rivés sur la fenêtre, mais ce qu'elle voit n'est pas le paysage, c'est un monde intérieur qui s'effondre. Elle tremble parfois sans raison, se recroqueville soudain, comme frappée par des vagues invisibles. Par moments, elle murmure des phrases brèves, elle me regarde, elle me parle, je n'arrive plus à respirer. Le Babacar serre sa main, impuissant. Le voyage devient long, presque irréel. Il traverse des régions paisibles, des villages poussiéreux, des routes isolées où le silence pèse comme un verdict. Les arbres semblent observer leur passage. Le vent change brusquement de direction. Parfois, la voiture ralentit toute seule, comme si la route elle-même mettait à l'épreuve leur détermination. Sarah s'affaiblit davantage à chaque kilomètre. Sa tête tombe parfois sur l'épaule de son père, ses lèvres tremblent, ses yeux s'ouvrent et se ferment comme si elle oscillait entre deux mondes. Elle n'est plus la Sarah que le monde connaissait. Elle devient une silhouette fragile, un souffle de vie sur le point de s'éteindre, une fille qui glisse vers une frontière invisible. Lorsqu'il s'approche des terres plus reculées, un vent glacé se lève soudain, traversant la voiture comme une mise en garde subtile, comme si quelque chose les observait, attendant leur prochain mouvement. Le village frontalier apparaît enfin après de longues heures de route. Il ne ressemble à rien de ce que Sarah a connu, des maisons en terre, des toits en tôle, des chemins rougeâtres où la poussière se soulève à chaque pas. Le silence y est particulier, pas vide, mais habité, comme si chaque chose avait un sens. Babacar ralentit devant un petit panneau artisanal portant le nom du village, peint à la main. Sarah lève à peine les yeux. Son souffle est faible, ses épaules tremblent. Chaque minute passée la fait glisser un peu plus loin d'elle-même. Ils descendent de la voiture. L'air est chaud, mais étrange, presque lourd. Babacar demande timidement leur chemin à un homme assis sous un manguier. L'homme écoute, fronce les sourcils quand il entend le nom de Morgane, puis pointe vers une petite colline. Là-bas. Elle s'occupe des enfants. Sa voix est douce, mais ses yeux semblent dire autre chose, comme s'il savait que ce nom ne se prononce pas sans raison. En avançant vers l'orphelinat, la scène se dessine peu à peu, un bâtiment simple,
murs délavés, fenêtres ouvertes, rires d'enfants qui s'échappent comme des éclats de lumière. Pourtant, une sérénité profonde enveloppe l'endroit, une paix brute qui contraste violemment avec le chaos intérieur de Sarah. Elle marche difficilement, soutenue par Babacar. Sa respiration se coupe par moments, ses jambes fléchissent, mais elle continue, comme si quelque chose l'appelait silencieusement. Lorsqu'ils franchissent la petite porte en bois, ils aperçoivent Morgane. Elle est assise parmi les enfants, un livre ouvert sur les genoux. Sa voix est posée, lente, pleine de douceur. Les enfants l'écoutent avec des yeux brillants. Elle n'a rien de spectaculaire, rien de grandiose. Pourtant, elle dégage une présence qui remplit la pièce, une force calme, presque lumineuse. Sarah la voit de dos, et son cœur se serre soudain. Son corps se met à trembler, comme si l'air autour d'elle devenait trop lourd pour être respiré. Morgane termine sa lecture, ferme le livre, caresse la tête d'un enfant avant de se lever. Elle se tourne, et son regard croise celui de Sarah. Le temps se brise. Les enfants sentent la tension, s'éloignent instinctivement, comme si quelque chose d'invisible venait d'entrer dans la pièce. Morgane ne dit rien. Aucun reproche. Aucun jugement. Juste un regard profond, ancien, qui traverse Sarah comme une vérité qu'elle ne peut plus fuir. Sarah avance de 2 pas, puis s'effondre brutalement sur le sol. Ses mains cherchent un appui, son souffle se brise, ses larmes coulent sans qu'elle puisse les retenir. Je t'en supplie. Sa voix est rauque, déchirée. Pardon, je t'en supplie, pardonne-moi, j'ai tout perdu, même moi. Chaque mot sort comme un aveu arraché à son âme. Son arrogance disparaît, son masque éclate. Il ne reste qu'une jeune femme brisée, agenouillée dans la poussière. Babacar tente de la relever, mais elle refuse, secouée de sanglots, la tête baissée, incapable de soutenir le regard de celle qu'elle a humiliée. Morgane avance lentement. Son silence est plus puissant que n'importe quel sermon. Elle s'arrête à quelques centimètres, regarde Sarah avec une intensité presque humaine, presque spirituelle. Un souffle léger traverse la pièce, comme si l'air venait de s'incliner. Morgane reste immobile devant Sarah, silencieuse, le regard ancré dans quelque chose que personne d'autre ne voit. Le silence qu'elle laisse durer n'est pas un vide, c'est un poids, une parole sans mots, un miroir tendu devant l'âme de la jeune femme agenouillée. Les enfants observent depuis le seuil, Babacar retient son souffle, mais Morgane ne bouge pas. Elle regarde Sarah comme on regarde une vérité difficile, comme si elle scrutait non pas son visage, mais les cicatrices invisibles de son cœur. Plus elle garde le silence, plus Sarah tremble. Ce silence-là n'est pas une punition, c'est une révélation. Une manière de lui faire sentir l'ampleur du chemin qu'elle doit traverser. Puis Morgane tend lentement la main vers le tissu de son pagne et en sort un petit objet qu'elle garde près d'elle depuis toujours, un coquillage noir, poli par les années, brillant comme une pierre d'eau. Elle le prend entre ses doigts avec une délicatesse presque rituelle. Les enfants murmurent, reconnaissant l'objet, mais ne s'approchent pas. Sarah lève légèrement la tête, les yeux brouillés de larmes, fascinée par ce petit coquillage qui semble absorber la lumière au lieu de la refléter. Morgane le porte à ses lèvres, souffle dessus, un souffle lent, intentionnel, chargé d'un calme ancien. L'air semble vibrer un instant. Elle pose ensuite le coquillage contre le front de Sarah. Le contact est froid au début, presque glacial, mais une chaleur douce se diffuse rapidement sous sa peau. Sarah ferme les yeux instinctivement. Morgane murmure enfin, sa voix douce mais ferme, comme une eau profonde, « Tu as oublié de voir le cœur des gens. » Alors la vie t'a ramené là où on apprend à regarder. Elle ajoute, en appuyant légèrement le coquillage, « L'orgueil t'a élevé, mais il t'a coupé de toi-même. Ce que tu vis, n'est pas une punition. C'est un rappel. Un retour vers le vrai. » Sarah laisse échapper un sanglot court, mais quelque chose en elle s'apaise. Une chaleur remonte le long de sa colonne, un frisson presque lumineux. Ses mains cessent de trembler. Elle respire plus profondément, comme si son corps retrouvait lentement un rythme oublié. Morgane continue, le ton toujours calme, « Je te pardonne. Pas parce que tu le mérites. Mais parce que ton âme appelle ce pardon. Et parce que la vie avance mieux quand on libère ce qui nous a blessés. » Chaque mot semble traverser Sarah de l'intérieur, comme s'il dénouait un nœud qu'elle portait depuis des semaines.
Une sensation étrange envahit son esprit. Les voix qui la tourmentaient s'éloignent. Les images qui l'effrayaient s'effacent. La lourdeur qui écrasait sa poitrine se fissure doucement. Elle pousse un souffle profond, presque libérateur. Une légèreté inhabituelle descend sur ses épaules, comme si un poids invisible venait d'être retiré. Babacar observe, les yeux brillants, comprenant qu'un basculement vient de se produire, qu'une frontière vient d'être franchie. Morgane retire doucement le coquillage de son front, mais le garde encore un instant dans sa paume, comme pour sceller quelque chose. Elle recule d'un pas, laissant Sarah respirer seule, comme si elle voulait vérifier si la lumière revient vraiment. Un courant d'air traverse la pièce, léger et tiède, loin du froid qui traquait Sarah depuis des jours. La malédiction ne disparaît pas d'un coup. Elle se dissout lentement, comme une ombre que le soleil oblige à reculer. Et alors que le silence retombe dans l'orphelinat, quelque chose d'invisible semble se lever doucement de l'esprit de Sarah, comme une vieille brume qu'on n'arrivait plus à chasser. Le retour à Abidjan se fait dans un silence lourd, mais différent de celui du départ. Sarah regarde la ville défiler derrière la vitre, les immeubles, les rues familières, les marchés animés. Mais rien ne lui parle comme avant. Abidjan semble la regarder avec des yeux nouveaux, comme si la ville savait qu'elle n'est plus la même. Quand la voiture arrive devant la villa de Cocody, elle ne ressent ni fierté ni soulagement. Juste un vide immense, profond, presque étourdissant. Elle franchit la porte d'entrée et découvre le silence d'une maison qui n'a plus rien à lui offrir. Les pièces sont propres mais froides. Les couloirs lui semblent immenses, trop grands pour quelqu'un qui a perdu l'arrogance qui les remplissait. Les miroirs ne renvoient plus l'image de la reine qu'elle croyait être. Ils lui renvoient une femme maigre, épuisée, les yeux encore humides d'un pardon qu'elle n'a pas fini de comprendre. Elle murmure pour elle-même, « Tout ça, pourquoi ?» La villa n'a plus de voix. Elle n'a plus de respiration. Elle est vide, comme si elle avait attendu que Sarah se vide elle aussi pour lui ressembler. Les jours suivants, un étrange sentiment s'installe en elle, un mélange de honte, de lucidité et de liberté. Elle réalise que son ancienne vie n'était pas une vie. Ses vêtements luxueux ne lui disent plus rien. Ses bijoux lui donnent la nausée. Elle ouvre les armoires, les regarde, et murmure, « Ça m'a servi à quoi ? À qui j'essayais de prouver quelque chose ? » Aucune réponse ne vient. Parce qu'elle sait déjà. Peu à peu naît en elle un désir qu'elle n'a jamais connu, celui de se reconstruire autrement, sans luxe, sans domination, sans regard forcé. Elle veut un espace simple. Un lieu où sa voix n'écrase plus personne. Un endroit où elle peut apprendre à respirer sans porter un masque. Elle commence par ramasser elle-même quelques objets tombés, nettoie une table, plie des vêtements. Des gestes simples, mais qui lui donnent l'impression de redescendre sur terre. Ces premiers changements surprendraient n'importe qui. Lorsqu'elle croise un ancien employé venu récupérer un document oublié, elle baisse la tête légèrement et dit « Merci d'être passé. Désolé pour tout. » L'homme reste figé, ne sait pas s'il doit répondre, puis acquiesce timidement avant de partir. Elle ferme la porte et reste immobile, troublée. Elle découvre que l'humilité n'humilie pas. Qu'elle soulage. Elle dit bonjour aux voisins, chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle aide à porter un sac de course à une vieille femme qu'elle connaissait à peine. Chaque geste la libère un peu plus. Un soir, assise dans la salle vide de la villa, elle sent que la maison n'est plus un refuge, mais un rappel permanent de ce qu'elle doit laisser derrière elle. Babacar la regarde, inquiet mais profondément fier. Elle lui dit, d'une voix calme, « Je veux repartir de zéro. Pas ici. Pas comme ça. Je veux un endroit où je peux redevenir quelqu'un, pas quelque chose. » Il hoche la tête, comprenant que sa fille n'est pas seulement guérie. Elle est en train de renaître. Et au fond de la pièce, un souffle imperceptible semble approuver son choix, comme une bénédiction discrète qui glisse entre les murs silencieux. La décision de tout vendre se fait sans hésitation. Sarah ne regarde plus ses bijoux comme des trésors, mais comme des chaînes brillantes. Elle ouvre les coffres, les boîtes, les tiroirs remplis de pièces hors de prix, et dit simplement, on vend tout. Les agents immobiliers, les experts, les collectionneurs affluent, surpris de la voir si froide devant des objets qu'elle défendait autrefois avec une férocité presque sacrée. Elle signe les documents sans même lire les lignes. Chaque vente lui retire un poids.
Chaque signature lui rend une respiration. La villa, les voitures, les robes parisiennes, elle libère chaque morceau de son ancienne vie comme on arrache un vêtement brûlé encore collé à la peau. Quand tout est vendu, elle quitte Cocody avec un simple sac. Aucun cortège. Aucun chauffeur. Aucun garde. Juste elle, son père à ses côtés, et la ville qui semble la voir pour la première fois sans décor. Elle s'installe dans un petit appartement d'Abobo, un endroit humble, calme, modeste. Une chambre simple, une petite cuisine, une fenêtre donnant sur la rue où les enfants courent. Pas de marbre. Pas de lustre. Pas de silence oppressant. Ici, chaque bruit est réel, les voisins qui rient, les vendeuses qui appellent les clients, les motos qui passent. C'est le premier lieu où elle se sent vivante. Elle pose ses affaires et murmure, c'est suffisant. Rapidement, elle se met à travailler sur ce qui deviendra sa nouvelle mission, une fondation pour les jeunes filles défavorisées. Elle l'imagine comme un refuge, un espace où celles qui n'ont rien peuvent apprendre, respirer, rêver. Elle part dans les quartiers, rencontre des éducatrices, discute avec des femmes qui ont tout perdu mais continuent de se battre. Elle arrache des sourires, reçoit des confidences, apprend des souffrances qu'elle ignorait. Elle crée des dossiers, frappe aux portes, sollicite des écoles, des associations. Les gens l'écoutent, surpris par sa voix devenue douce, par son regard redevenu humain. Elle dit souvent, si j'avais appris plus tôt à voir les autres, j'aurais évité beaucoup de ruines. Ses relations changent. Elles deviennent vraies, brutes, simples. Les commerçantes du quartier la saluent comme une voisine, pas comme une reine. Les enfants l'appellent « grande sœur ». Elle porte leurs sacs, parle avec eux, rit parfois, quelque chose qu'elle avait oublié. Les regards qu'elle reçoit ne sont plus des regards forcés, mais des regards honnêtes. Et cette sincérité nouvelle la bouleverse plus qu'elle ne l'avoue. Le soir, elle discute longuement avec Babacar, assis sur un petit tabouret qu'il trouve trop dur mais qu'il accepte pour être près d'elle. Le père et la fille se parlent enfin sans masque. Il lui demande doucement, « Tu regrettes ?» Elle sourit faiblement. « Je regrette d'avoir mis tant de temps à comprendre. Mais, je ne regrette pas d'être arrivé ici. » Babacar passe une main sur son visage fatigué. « Tu as perdu ton empire, mais tu as retrouvé ta lumière. » Elle baisse les yeux, touchée. « Et toi, papa, tu m'as tenu debout quand je tombais. » Un silence doux s'installe entre eux, un silence qui répare, qui soigne, qui rassure. Et dehors, portée par le vent du soir, une sensation discrète traverse la rue, comme si quelque chose observait cette renaissance avec une attention silencieuse. Le quotidien de Sarah n'a plus rien à voir avec celui d'avant. Elle marche désormais à pied dans les rues d'Abidjan, sans chauffeur, sans lunettes noires, sans garde du corps. Elle avance à un rythme simple, les écouteurs parfois dans les oreilles, un petit sac sur l'épaule. Ceux qui la croisent ne voient plus une princesse intouchable, mais une jeune femme qui sourit, qui s'arrête pour saluer, qui demande des nouvelles. Elle découvre la paix étrange des choses ordinaires, acheter du pain elle-même, attendre son tour, sentir le soleil sur sa peau sans se prendre pour le centre du monde. Elle se surprend souvent à penser, c'est ça, vivre, pas juste être admiré. Son engagement social devient presque une obsession, mais une obsession saine. Elle passe ses journées dans les quartiers défavorisés, dans les salles de classe improvisées, dans les centres communautaires. Elle écoute les histoires des jeunes filles, leurs rêves étouffés, leurs peurs, leurs blessures. Elle répète souvent la même phrase, « Tu n'es pas ce que la vie t'a fait, tu es ce que tu choisis de devenir après. » Elle organise des ateliers, des formations, des groupes de parole. Elle utilise ce qui lui reste de réseau non pas pour se montrer, mais pour ouvrir des portes aux autres. Certains la regardent avec méfiance, se souvenant de qui elle était. D'autres finissent par accepter que le cœur humain peut vraiment changer. Peu à peu, Sarah se réconcilie avec elle-même. Elle commence à écrire dans un carnet, chaque soir, pour essayer de comprendre sa propre histoire. Elle y note ses erreurs, ses prises de conscience, ses peurs, ses gratitudes. Elle écrit un jour, « J'ai passé des années à fuir la vraie moi. Maintenant, je veux apprendre à l'aimer sans décor. » Elle ne se pardonne pas tout d'un coup, mais elle avance, pas après pas. Elle regarde parfois son reflet dans le miroir de son petit appartement, pose la main sur sa poitrine et chuchote, « Je te vois enfin. »
Et pour la première fois, son regard sur elle-même n'est plus chargé de jugement, mais de vérité. Les premiers signes d'une bénédiction inattendue apparaissent discrètement. Une femme influente, touchée par son travail, propose de soutenir sa fondation. Un reportage local parle de son action sans mentionner son ancien scandale. Des filles qu'elle a accompagnées reviennent la voir, diplôme en main, larmes aux yeux, en disant « Grande sœur, grâce à toi, je n'ai pas abandonné ». Ces moments lui serrent la gorge. Elle comprend que sa chute est devenue une semence, un point de départ pour d'autres vies. Son regard sur son passé change complètement. Elle n'essaie plus de l'effacer. Elle ne s'excuse plus d'exister. Elle regarde son ancienne version comme on regarde quelqu'un qui s'est perdu très loin. Elle ne dit plus « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Voilà ce que j'étais capable de devenir quand je ne voyais personne d'autre que moi ». Elle accepte que sa honte fasse partie de son histoire, mais pas de son identité actuelle. Elle répète souvent, en soupirant « Mon passé, c'est mon avertissement. Mon présent, c'est ma réponse. » Et parfois, quand le soir tombe sur son petit appartement et que la ville se calme, elle a cette étrange sensation, comme si une présence bienveillante veillait encore au-dessus de ce nouveau chemin, dans un silence qui n'a plus rien de menaçant. La nouvelle vie de Sarah attire doucement l'attention des médias. Un matin, une équipe de télévision vient la voir dans son petit appartement d'Abobo. Pas de maquilleuse, pas de styliste, pas de décor fabriqué. Juste une caméra, un micro, 2 journalistes surpris par la simplicité du lieu. En entrant, ils s'attendent à retrouver la fille Babacar d'autrefois, la diva arrogante entourée de luxe. Mais ils tombent sur une jeune femme vêtue d'un pagne noué simplement, un sourire discret aux lèvres, les mains encore couvertes de craie d'un atelier qu'elle animait plus tôt. Ils se regardent, un peu déstabilisés. L'un chuchote, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu sur les réseaux. Quand l'interview commence, Sarah ne joue aucun rôle. Elle parle avec une lenteur douce, une honnêteté presque désarmante. Elle dit « J'ai grandi en pensant que le monde me devait un respect que je n'avais jamais gagné. J'ai confondu luxe et valeur, arrogance et force. Je croyais qu'humilier quelqu'un me rendait puissante. Je me trompais. Je me détruisais. » Son regard ne fuit pas la caméra, mais il ne cherche pas à séduire. Il dit la vérité, nu, sans maquillage moral. Elle raconte son ancienne vie, non pas pour se plaindre, mais pour assumer. Elle ajoute « J'étais une reine sans royaume intérieur. » Les journalistes acquiescent, pris dans le ton sincère de sa voix. Ils l'interrogent sur sa chute, son silence, son retour. Sarah répond calmement « Parfois, la vie t'arrache tout parce que tu refuses d'apprendre autrement. Quand on ne voit personne, un jour, plus personne ne te voit. J'ai payé le prix de mon aveuglement. Puis, avec une douceur nouvelle, mais j'ai aussi rencontré ma propre vérité. » Elle s'adresse ensuite aux jeunes, posant la main sur sa poitrine comme pour souligner le poids de ses mots, « Ne croyez pas que la force se trouve dans l'arrogance. Ne croyez pas que rabaisser les autres vous élève. La vraie force, c'est d'être capable de reconnaître ses blessures, ses faiblesses, sa part d'ombre. La vraie puissance, c'est d'aimer sans écraser. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que vous le viviez. » Son ton n'a rien de moralisateur. Il est préventif, sincère, presque tendre. Le respect ne se prend pas. Il se mérite. Quand l'émission est diffusée, le public réagit massivement. Les gens se souviennent de la Sarah arrogante, de ses scandales, de sa gifle publique. Beaucoup regardent l'interview par curiosité, puis restent silencieux, étonnés par la profondeur de ses paroles. Des messages affluent sur les réseaux, certains disent qu'ils ne l'aimaient pas mais qu'ils comprennent. D'autres disent que sa transformation leur donne de l'espoir. Les jeunes filles de sa fondation envoient des vidéos où elles disent « Grande sœur, continue. Tu n'es plus seule. » L'écho de son témoignage traverse la ville comme une onde douce. Ce soir-là, alors qu'elle éteint les lumières de son petit salon, un souffle léger traverse la pièce. Pas un vent. Pas un bruit. Un frôlement. Elle se fige un instant, le cœur battant, puis sourit doucement, sans peur. Comme si une présence familière venait d'approuver silencieusement le chemin qu'elle construit. Et dans le coin de la pièce, là où l'ombre touche le mur, l'air semble vibrer un instant, presque imperceptible.
La transformation de Sarah ne se résume pas à un changement de décor ou de statut. Elle est devenue un autre être humain de l'intérieur. Elle comprend désormais que sa chute n'était pas seulement une sanction, mais une école brutale. Elle regarde son ancienne arrogance comme un vêtement trop serré qu'elle a fini par arracher pour respirer. Elle sait maintenant que le vrai luxe n'est pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on porte en soi. Elle murmure souvent, en souriant tristement, « On peut avoir tout et n'être rien. On peut perdre tout et enfin devenir quelqu'un. » Ce n'est pas une phrase de façade. C'est le résumé de sa vie. Son existence s'apaise enfin. Les nuits où elle hurlait ont laissé place à des nuits silencieuses, où le sommeil vient sans lutte. Les murs de son petit appartement ne bougent pas, ne craquent pas, ne l'enferment pas. Ils l'abritent simplement. Elle se réveille avec une gratitude simple, presque naïve. Boire de l'eau, entendre les bruits de la rue, recevoir un sourire d'une enfant de la fondation, tout cela a plus de valeur que les fêtes, les galas, les applaudissements d'autrefois. Sa vie ne fait plus de bruit, mais elle fait du sens. La bénédiction qu'elle retrouve n'a plus rien à voir avec celle qu'elle cherchait. Ce ne sont pas les voitures, les villas ou les comptes qui lui donnent le sentiment d'être riche. C'est la paix qu'elle ressent en aidant une jeune fille à reprendre ses études. C'est la joie de voir une mère la serrer dans ses bras en murmurant merci. C'est le regard fier de Babacar lorsqu'il la voit parler doucement à ceux qu'elle aurait méprisés autrefois. Elle ne cherche plus à briller. Elle cherche à guérir, à réparer, à transmettre. Et dans cette discrétion, une autre forme de lumière a pris place autour d'elle. Un jour, alors qu'elle anime un atelier avec des adolescentes dans la cour de la fondation, une fillette s'approche avec quelque chose dans la main. Elle dit avec innocence, « Grande sœur, j'ai trouvé ça près du portail, je crois que c'est pour toi. » Dans la paume de la petite repose un coquillage noir, lisse, brillant, presque identique à celui que Morgane avait posé sur son front. Sarah le prend avec précaution, sent une chaleur familière remonter le long de son bras. Elle regarde autour d'elle, comme si Morgane allait apparaître, mais il n'y a qu'un ciel calme et des rires d'enfants. Elle sourit, les yeux humides, et murmure, « Je comprends. Je n'oublierai jamais. » Le soir, assise seule près de la fenêtre, le coquillage posé dans le creux de sa main, elle contemple la ville. Elle pense à la jeune femme qu'elle était, à celle qu'elle est devenue, à tout ce qu'elle a brisé et tout ce qu'elle essaie maintenant de réparer. Elle sait que son histoire n'est ni un conte de fées, ni une simple leçon de morale. C'est une cicatrice vivante, un rappel permanent de ce que coûte l'orgueil et de ce que peut sauver le pardon. Dans le silence de la nuit, elle ferme les yeux, pose le coquillage sur son cœur et laisse une phrase monter en elle, douce et lourde à la fois. Quand le cœur s'élève, le luxe devient inutile. Et quelque part, dans un lieu que les yeux ne voient pas, la patience et la grâce se croisent en silence, comme pour sceller définitivement le destin de Sarah Babacar. Le chemin de Sarah Babacar ressemble à une longue blessure qui s'est refermée lentement, laissant une cicatrice qui ne disparaîtra jamais, mais qui ne fait plus mal. Elle regarde en arrière avec une lucidité nouvelle, elle voit la jeune femme arrogante qu'elle était, celle qui croyait que le monde tournait autour d'elle, celle qui confondait pouvoir et valeur, domination et existence. Elle voit aussi la chute, la solitude, la peur, les nuits où son propre esprit la trahissait. Et tout cela forme désormais un seul récit, celui d'une renaissance que personne n'aurait pu prévoir. Ce qu'elle a perdu ne reviendra pas. Elle a laissé derrière elle les villas, les voitures, les soirées luxueuses, l'admiration superficielle et les regards forcés. Tout ce qui faisait jadis sa fierté s'est dissous dans les ruines de son orgueil. Mais ce qu'elle a gagné, dépasse ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle a trouvé la paix, la vraie. Elle a découvert la valeur immense d'un sourire sincère. Elle a gagné la capacité de voir les autres, de les comprendre, de les respecter, mais surtout, de s'aimer sans se cacher derrière un trône de marbre. Elle a appris que rien n'est plus lourd qu'un cœur vide, et rien n'est plus léger qu'un cœur réparé. L'orgueil lui a coûté son empire, mais il lui a offert une vérité. Une vérité brutale, mais salvatrice, lorsqu'on se croit au-dessus des autres, la vie finit toujours par nous ramener à hauteur d'humain. L'arrogance semble puissante, jusqu'au jour où elle s'effondre. Et le prix de cette chute n'est jamais matériel, c'est l'âme qui paye. Sarah le sait désormais mieux que personne. Son message devient un héritage, l'humilité ne te diminue pas. Elle t'ouvre. Elle te protège. Elle te rend vrai.
Ces mots résonnent dans les ateliers, dans les ruelles, dans les cœurs des jeunes qu'elle accompagne. Elle n'enseigne pas sa chute. Elle enseigne ce qu'elle en a fait. Et l'image qui reste d'elle, au bout du chemin, n'est plus celle d'une princesse de Cocody. C'est celle d'une femme debout, dans un petit appartement tranquille, tenant dans sa main un coquillage noir posé contre son cœur, tandis qu'un rayon de lumière traverse la pièce, comme un dernier rappel que la grâce sait revenir là où l'orgueil avait tout brûlé.